Bonjour mes amis, de nouveau rendez-vous cette semaine avec Gérald Larose. Vous savez, il y a des gens comme ça, on les invite et on s'ennuie au bout de 3 minutes, on se dit mon Dieu, pourvu que ça finisse rapidement. Et puis là, Gérald en est la preuve, on en a besoin d'une deuxième émission et peut-être d'une troisième dans le futur. Là. Bonjour de nouveau Gérald. Bonjour Jean. Je me rappelle, je me souviens que tu as démarré toi-même dans le monde de la santé, hein, à Oui. l'époque même au niveau du syndicat, l'organisation communautaire, etc. Donc tu es fidèle à tes racines. On va parler essentiellement de la santé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres zones, évidemment, qu'il faut... Mais c'est celle-là qu'on connaît bien, puis c'est celle-là que nos auditeurs et nos spectateurs branchés veulent mieux comprendre, mieux connaître. Alors, peut-être la première question, ça a l'air d'être une question de style, mais dans l'article que tu as publié en juin dans Le Devoir, et je vous signale que vous pouvez vous brancher sur Internet, vous faites Gérald Larose, pandémie ou quelque chose comme ça, et vous allez tomber sur cet article très important, gardez-le. Alors, dans ce texte, il y a un moment où tu dis décentraliser, ça va, on comprend. Déhiérarchiser, là ça devient un peu plus complexe. Déshospitalo-centré. Là, je me dis, c'est une blague ou quoi? Après, démédicaliser, alors là, ça inquiète par contre. Les gens disent, ah, comment? Heureusement, il y en a qui n'ont pas de médecin de famille, mais justement, c'est un gros souci. Et puis, tu termines par, pouf, tu résumes en quelque sorte, démarchandiser. Il faut faire tout ça? Oui, il faut faire tout ça. Et je dirais, il faut faire tout le contraire de la réforme Barrette. Le système de santé, il faut d'abord constater que c'est un système de maladie. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la rémunération de ceux qui sont au sommet de la pyramide, les médecins, la rémunération n'est pas basée sur la santé, elle est basée sur la maladie. Alors, plus qu'on est malade, plus ça rapporte. C'est un peu gros comme affirmation. Oui. Donc, il y a une logique là-dedans qui fait que le système de santé repose sur l'état de maladie. Alors que quand on met ces centaines de milliards dans un dispositif de santé, la finalité devrait être d'abord et avant tout la promotion de la santé. Or, les réformes successives font que, je dirais, le dispositif de promotion de la santé a fondu comme neige au soleil, notamment sous la réforme Couillard et Barrette. Alors, quand on s'est fait prendre par la pandémie, on s'est fait prendre des culottes à terre. Il n'y avait plus personne. Il y avait le docteur Arruda, mais pratiquement plus d'équipe autour de lui. Ça avait fondu des 2/3. Alors, ils ont été obligés de reconstituer tout ça. Quand on dit santé, il faut d'abord parler de la détermination de la santé, les causes de la santé. Quelles sont les causes à mettre en place ou quels sont les aménagements à faire pour promouvoir la santé? Donc, on est davantage au niveau de la prévention que du curatif. Mais alors, le curatif étant, quand les gens sont malades, eh bien, il faut les soigner. C'est sûr qu'il faut les soigner, mais on pourrait-tu, dans la répartition des ressources, faire en sorte que les gens soient moins malades? Alors, c'est tout ce qui est hygiène publique, tout ce qui est comportement, je dirais, habitude alimentaire ou comportement social. Alors, c'est préventif et c'est plus économique. C'est-à-dire que ce qui coûte cher, c'est effectivement le curatif. Mais si on investit davantage dans l'éducation, dans les apprentissages des bonnes habitudes, etc., on produit moins de maladies. Bon, c'est peut-être de la philosophie, là, mais je vais ramener ça à Rolsol. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont mis en place les premiers CLSC au début des années 70.
qui était une extraordinaire intuition, développée d'ailleurs par la communauté. Je rappelle qu'avant les CLSC, c'était des centres communautaires. Dans Hochelaga-Maisonneuve, on avait un centre communautaire dans lequel il y avait, oui, des docteurs, il y avait même des dentistes, il y avait la popote roulante, il y avait l'éducation permanente, il y avait tout là-dedans. On s'occupait, j'allais dire, de la santé globale du quartier. On avait des assemblées générales une fois par mois, il y avait 100, 200, 300 personnes, les gens exprimaient leurs besoins. Donc, il y avait, j'allais dire, une communauté qui s'occupait du développement de son propre environnement pour produire la santé. Ça a donné les CLSC dans lesquels il y avait la dimension santé, la dimension sociale et la dimension de l'organisation communautaire. Les CLSC ont été sabotés. Par qui? Essentiellement par des médecins qui n'ont jamais voulu, pas chez nous, à Hochelaga-Maisonneuve, ils étaient salariés au même titre que tout le monde, ils étaient même syndiqués CSN. Alors, ils étaient dans le groupe. Mais les grandes corporations médicales ont boycotté les CLSC qui n'ont jamais pu remplir leur véritable mission. Mais la véritable mission de la santé, c'est celle qui est liée je dirais, à la condition précise de la communauté. Alors, quand je dis démocratiser, c'est ce que je veux dire. C'est que ça ne doit pas être une classe ou un groupe de professionnels qui gèrent de façon pyramidale tout le dispositif. À l'heure actuelle, les médecins. La santé, c'est une entreprise collective. Il doit y avoir des rapports déhiérarchisés, c'est-à-dire non hiérarchiques. Les médecins ont leur rôle, les infirmières ont leur rôle, les préposés aux bénéficiaires ont leur rôle. Tout le monde a son rôle pour, effectivement, que ce soit une entreprise collective. C'est dans ce sens-là que je présente le dispositif. Autrement dit, c'est de travailler pour la santé et non pas pour faire de l'argent à partir de la maladie. OK. Alors, on va prendre l'exemple des retraités, puisque c'est ça qui nous concerne dans la QDR. On a l'impression, justement, face à cette exigence citoyenne, on va dire très sobrement, que les retraités sont encore un peu plus méprisés, ne serait-ce que parce qu'ils ont quitté le travail. Ils n'ont plus le levier de production de la richesse. La seule chose qu'on leur demande, c'est vous êtes assez vieux pour consommer et vous taire. Alors consommer des loisirs, souvent assez primaires, mais moi je ne suis pas contre le loisir bien sûr, consommer des médicaments ou consommer des soins. Mais des retraités agents de santé grâce à leur propre expérience de vie, à leur maturité, on est loin de ça actuellement. Oui. Alors que, je dirais, dans l'intuition des CLSC, il y avait le fait qu'on puisse, notamment avec les retraités, il y avait toutes sortes de programmes où les gens, d'abord, la santé, c'est pas rien que les médicaments. Là. La santé, c'est le lien social, c'est j'allais dire, c'est la réalisation de soi d'une autre manière que celui du travail, c'est la contribution à la communauté, à la société. Donc, c'est ça aussi la santé. Mais quand on a une approche médicalisée, une approche hospitalo-centrée, alors tu riais de mon terme là, tantôt, mais je veux te souligner que dans la réforme Forget, et la pandémie en a été la cruelle illustration, dans la réforme Barrette, tout a été centré sur l'hôpital, à tel point qu'en voyant arriver la pandémie, on a fini de vider les CHSLD pour protéger l'hôpital. Alors, le feu a pris dans les CHSLD. Tu sais. Alors, donc, tout est fait en fonction de la maladie à l'hôpital, dans laquelle il y a une pyramide des professionnels, alors qu'on devrait avoir une approche qui soit une approche communautaire. Tu sais. Alors, dans une communauté, bon, peut-être qu'à Montréal, c'est moins évident que, je ne sais pas, dans des régions, mais dans une communauté où
Il y a des centres des personnes âgées, il y a des centres de la petite enfance, il y a les écoles, il y a toutes sortes de dispositifs. Eh bien, le système de santé, il doit être en interaction avec tout ce monde-là et pas nécessairement que les gens aillent systématiquement à l'urgence, à l'hôpital. Peut-être qu'il peut y avoir des pratiques qui se font dans les milieux plutôt que rien qu'à l'hôpital. La QDR a 43 ans actuellement. Hein? Quand on regarde la situation, je vais te faire un petit brin de malice, mais ça ne te concerne pas évidemment personnellement ni dans ton histoire sociale propre. Mais les organisations syndicales n'ont pas su jusqu'à maintenant ouvrir aussi largement qu'il le faudrait la porte à leurs aînés. Je disais une petite malice dans la mesure où, par exemple, mais tu étais déjà parti, je pense, la CSN a fait l'OR CSN. Et puis on s'est aperçu que c'était un groupe de joyeux buveurs qui se réunissaient régulièrement pour rigoler de la vie et dire du mal de leurs voisins. Ah, c'est à peu près ça, ok? Mais il n'y a pas eu de proposition. Il y a eu un moment, à mon initiative, à l'initiative d'un certain nombre d'autres, dont Mme David d'ailleurs, il y a eu un mouvement à l'intérieur de la centrale pour dire il faut faire quelque chose. Mais ça a été très mineur. Dans les autres centrales également, sauf peut-être à la REC où il y a eu une continuité de l'engagement syndical avec une casquette de retraités à travers la REC en particulier. Bon, mais est-ce que les organisations elles-mêmes de citoyens n'ont pas gêné cette émancipation citoyenne, cette reconnaissance citoyenne des retraités comme des acteurs sociaux de plein droit dans la gestion des problèmes de tout le monde? Grosso modo, c'est ça. Oui. Alors, dans le mouvement syndical, je dirais il y a plusieurs orientations. Hein, je ne te cacherai pas que des orientations affairistes, on connaît ça peut-être moins à la CSN qu'ailleurs, mais il y a des orientations affairistes, il y a des orientations corporatistes, il y a des orientations activistes, il y a des orientations bureaucratiques. Bon, alors, mais il y a aussi, et en tout cas, moi j'ai beaucoup participé à ça, il y a aussi des orientations sociales, c'est-à-dire il y a un mouvement syndical qui a à cœur l'intérêt général, les politiques publiques, les services publics, et j'allais dire la condition générale des citoyens et des citoyennes. Et c'est là qu'on a vu, oui, un certain nombre d'initiatives du mouvement syndical pour intégrer des préoccupations, peut-être moins sur la question des retraités, je l'avoue, mais je donne deux exemples. Les centres de la petite enfance. Bon, on dit que c'est Mme Marois, c'est sûr qu'au plan législatif, c'est Mme Marois, mais les centres de la petite enfance, c'est d'abord les femmes. C'est le mouvement des femmes. Mais c'est aussi particulièrement le mouvement de la CSN quand on a décidé de syndiquer à perte là, les femmes qui travaillaient dans les garderies pour leur donner un rapport de force qui, 20 ans après, nous a donné les centres de la petite enfance. C'est le premier exemple que je donne. Je donne un deuxième exemple, celui des services préhospitaliers. Au tout début, c'est-à-dire avant les années 80, les services préhospitaliers, c'était les salons funéraires qui s'en occupaient. Pourquoi? Parce que c'était plus payant de travailler avec des cadavres qu'avec des blessés. Mais une des sources importantes de matières premières, c'était effectivement les blessés. Alors, quand la CSN a décidé de syndiquer les ambulanciers des entreprises privées, alors curieusement, les entreprises privées ont vendu, on a développé des coopératives et on a fait un service préhospitalier professionnel. Il n'y avait pas de formation d'exiger à l'époque. On a obtenu qu'au moins 7 cégeps fassent de la formation de véritables ambulanciers. Donc, on s'est préoccupé je dirais, de cette politique publique. Du côté des retraités, je pense que s'il y avait une alliance, d'abord, des organisations de retraités avec le mouvement syndical, il y en a eu ponctuellement pour
quelques questions précises. Mais à mon avis, on aurait intérêt à ce qu'il y ait des alliances plus formalisées avec le mouvement syndical pour que les intérêts des retraités soient pris en compte, parce que qu'on le veuille ou pas, en Amérique du Nord, dans l'Amérique du Nord, c'est au Québec que le mouvement syndical est encore un vaisseau amiral et qui est capable, en alliance avec des intérêts regroupés dans des organisations, capable de faire évoluer, de faire, disons, changer des choses. À mon avis, c'est peut-être là que ça manque. Bon. Quant à l'ORCSN, je veux te corriger. J'y suis maintenant. Il y a quand même des activités fort intéressantes dans l'ORCSN. Bon, alors, merci de ce message et de cette proposition importante, parce qu'actuellement, il y a des coalitions de mouvements hors loisirs, là, hors la FADOC, hors l'âge d'or, donc il y a déjà une clarification intéressante là-dessus, mais aller avec une volonté de proposition vers les organisations syndicales, je pense que il y a là, plus que de la diplomatie, il y a là une stratégie qui peut effectivement redonner aux retraités la citoyenneté. Merci, mon cher Gérald, de ces éclairages, en m'excusant encore une fois de ma malice. Il s'agit de l'ORCSN, mais tu sais. C'est agréable. Oui, c'est avec le sourire. Alors, à très très bientôt et bon courage. Mais toi, tu n'es pas encore retraité? Là, je suis retraité de l'enseignement, mais j'étais professeur invité, je suis professeur associé maintenant, donc je fais des activités de support à un certain nombre de collègues. Bon, ben bravo, bonne chance, et on va suivre ça de très près, tous les deux, chacun dans notre zone d'influenceurs, comme on dit. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut bien.